merci à vous vraiment de cette invitation. Merci à Madame la présidente des Anneaux de la Mémoire. Merci au vice-président Jean-Marc, un ami de longue date. Je crois que si vous avez réussi en fait à embarquer tout le monde dans votre projet, et donc qui a duré jusqu'à 20 numéros, c'est précisément grâce à votre engagement et à votre foi aussi dans la diffusion des connaissances et dans ce dialogue qui était engagé avec des chercheurs. Et je pense que c'est votre force de conviction qui a permis qu'on soit dans ce projet sans aucune réticence et plutôt avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, bah, c'est un moment émouvant ce dernier numéro des Cahiers des Anneaux de la Mémoire, parce que c'est une publication qui a été très importante, euh, y compris, y compris pour les scientifiques, pour les personnes qui font profession d'être historiens, anthropologues. Il y a plusieurs politologues aussi qui ont publié dans la revue. Et c'est un moment émouvant parce que, comme je le disais, on y a tous cru et on avait envie, besoin de participer au Cahier des Anneaux de la Mémoire, qui a eu un retentissement, qui était un retentissement international, parce qu'il y a beaucoup de nos collègues aussi américains notamment, ou d'universités africaines qui ont participé, voilà, à ce projet. Alors, on va finir sur un thème essentiel qui est celui de la liberté. Et de la liberté voilà, qui est à la fois un point qui, euh, qui rassemble toutes les énergies, on l'a dit, qui rassemble toutes les énergies de résistance, de subversion, de collectif aussi. Et en l'occurrence, ce que je vais vous présenter, c'est précisément un mouvement collectif, même si après il s'est décomposé en, en responsabilité individuelle. Alors, Jean-Marc m'a demandé de republier cet article qui s'appelle Ces hommes dangereux de 1848, l'amnistie à l'épreuve de l'abolition de l'esclavage, qui est une affaire sur laquelle je suis arrivée un petit peu par hasard dans les archives de la Martinique. J'ai beaucoup travaillé sur la période de l'abolition de l'esclavage sous un angle qui était un angle très institutionnel, c'est-à-dire qui était ce moment de la République euh, qui, euh, qui décide de l'abolition de l'esclavage, enfin, sous la pression de différents mouvements, que ce soit les révoltes récurrentes des esclavisés, que ce soit le mouvement abolitionniste et que ça soit aussi les problèmes économiques avec la montée du sucre de betterave qui vont faire que dans tout cela, bah, l'émancipation des esclavisés de l'Empire français s'impose. Et d'autant plus qu'il y a un événement fondamental, en fait, qui a eu lieu dans cet empire français, qui est celui du soulèvement des esclaves de Saint-Domingue, qui a conduit à- enfin, à la rupture du lien colonial, enfin, rupture plus ou moins, on va le voir, du lien colonial avec la France et qui a conduit à l'abolition, certes, de l'esclavage, mais aussi à l'indépendance de la colonie. Alors, 1848, c'est intéressant de parler de liberté à ce moment-là, puisque, donc, je le disais, il y a eu un faisceau d'explications construisent cette émancipation et au centre duquel se trouve Haïti. Je rappelle, parce qu'on fête là les 200 ans
de la dette ou de la rançon de l'indépendance d'Haïti en 1825, puisque 1825, la France demande le paiement d'une indemnité à Haïti pour dédommager les colons. Donc, ce sont des éléments qui balisent un peu ce chemin vers l'abolition de l'esclavage pour la Martinique et pour la Guadeloupe, qui sont les sociétés dont je vais beaucoup plus parler maintenant. Alors, c'est des sociétés qui sont, qui sont dans l'attente de l'abolition de l'esclavage, parce qu'en fait, on en parle depuis bien longtemps, et c'est pour ça que je faisais référence à Haïti, parce qu'Haïti, c'est ce moment de bascule où finalement l'abolition de l'esclavage devient une évidence. Et, donc, cette annonce de l'abolition circule dans l'Empire français, provoquant chez les esclavisés des soulèvements, en tout cas des actes qui mettent à mal le système esclavagiste, alors qu'on est dans un moment où l'abolition de l'esclavage va être promulguée en France. Il va être promulgué, on sait que dès février, c'est en cours. Dès le mois de mars, c'est l'annonce de l'émancipation arrive dans les colonies, mais avec un délai qui est celui du mois d'août pour la plupart des colonies. Alors bien sûr, c'est un moment qui, pour les esclavisés, est un moment de tension infernale, puisque les esclavisés sont dans l'attente, vraiment sont dans l'attente de cette abolition. Et pourtant, dès le 26 mars, les journaux officiels des colonies vont publier une dépêche qui annonce la révolution de février 48 et qui dit la liberté va arriver, mais ça ne sera pas tout de suite, attendez encore. Donc, pour les 3/5 de la population de la Martinique et les 2/3 de celle de la Guadeloupe, on leur demande d'attendre, c'est des esclavisés, on leur demande d'attendre pour jouir un petit peu, sous peu, de la liberté. Alors, on est dans un moment, et je l'explique parce que ça va aussi montrer comment se mettent en place les différents procès dont je vais parler. C'est que d'un côté, on a pour les colons la peur, et notamment la peur de l'échafaud, le souvenir de l'échafaud de 1793 à la Guadeloupe, notamment avec Victor Hugues, et puis cette attente, cette tension vers la liberté. Et François Arago va, lui, tenter de stabiliser les choses en réclamant l'ordre, et il dit notamment que toutes les classes de la population coloniale doivent savoir qu'il n'appartient à aucune d'elles de devancer ce que voudra faire pour régler leur avenir le pouvoir qui sortira des votes du pays, puisqu'on est dans un moment où l'Assemblée constituante doit être établie. Donc, dans cette tension, les colonies, en fait, sont livrées chaque jour un peu plus au bruit et aux rumeurs qui circulent, aux peurs également, aux peurs qui circulent. Et on recommande, dans cet équilibre qui est souhaité, on recommande d'un côté aux Noirs la confiance dans les Blancs et à ceux-ci la confiance dans les Noirs, c'est-à-dire on veut que cette société se construise sur l'oubli du passé et la préparation d'une ère nouvelle, et on recommande à chacun patience, espérance, union hors des travails. On peut souligner tout de suite l'ambiguïté, le paradoxe, la difficulté de considérer l'oubli du passé pour les anciens esclaves, enfin ceux qui vont devenir les anciens esclaves, parce que finalement, rien n'a changé pour eux.
Pourtant, on leur demande d'oublier toutes les oppositions, on leur demande d'oublier la violence, la domination arbitraire et le mépris dont ils ont été les victimes tout au long de cette période. Je vous le disais, mars, c'est l'arrivée, l'annonce de la liberté. Au 1er avril, alors que la liberté n'est toujours pas promulguée, le drapeau de la République arrive en Martinique notamment, et il est inauguré à Saint-Pierre. Il est présenté comme le symbole, ce qu'il est de fait, le symbole de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Il est un symbole donc présenté comme promesse d'une égalité à venir, et aussi comme un symbole, et ça c'est intéressant de voir comment les 3 couleurs du drapeau français vont être interprétées sous l'angle des 3 couleurs qui constituent la population des Antilles: blanche, noire, jaune et noir. C'est-à-dire les blancs, les jaunes voulant dire les affranchis, la population de couleur, et la population noire étant celle des anciens esclaves. Donc on a cette idée que le drapeau de la République qui arrive, il symbolise, c'est un drapeau de la liberté qui réunit tout le monde dans un espace qui se constitue là et qui est celui de l'égalité. Cependant, l'acte d'abolition, il est toujours pas arrivé, comme je le disais, et il y a un homme qui doit arriver, porter l'acte d'abolition, c'est François-Auguste Périneau, qui est né à la Martinique, qui est polytechnicien, des premiers polytechniciens noirs, et qui a été nommé commissaire général de la République pour la Martinique, et pour la Guadeloupe, c'est Gatine. Donc cet homme de couleur, il incarne la liberté et on ne cesse de l'attendre. C'est-à-dire que la nouvelle est dans tous les esprits, la liberté arrive, et en même temps, il y a cette attente qui devient de plus en plus insupportable. À chaque fois qu'il y a des bateaux qui arrivent, il y a des cris de joie, le canon qui retentit pour annoncer l'arrivée du bateau, mais déception à chaque fois. Périnon n'est pas sur le bateau et la liberté n'est pas promulguée. Ce qui fait que le poids de la servitude, parce qu'il faut bien comprendre que les esclavisés sont toujours esclaves et sont toujours contraints d'aller travailler sous non pas la direction, mais sous la domination des maîtres. Les esclavisés sont donc dans cette attente, et c'est là que tout va se décomposer, toute cette attente fébrile, finalement, va se transformer en violence. C'est intéressant de voir la progression de cette affaire-là. Je disais mars, l'arrivée, mars 48, on attend aussi Périnon. Et tout à coup, en avril 48, lors de la Semaine sainte, il y a des manifestations qui sont traditionnelles dans les sociétés antillaises et qui consistent en fait avec des raras, c'est-à-dire avec des tourniquets de bois, on défile dans les rues, on s'associe en fait pour battre Judas. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de musique, mais il y a aussi ces manifestations où on est armé de bâtons, où on crie et où on va taper sur les portes, sur des objets pour faire du bruit, pour manifester l'indignation de la population contre celui qui a trahi le Seigneur, qui a trahi le Rédempteur. Et là, finalement, dans ce moment-là, il y a une superposition entre la métaphore religieuse, battre Judas avec des bâtons, et puis la situation politique de la colonie, où on est dans un entre-deux
et où finalement on se demande, mais pourquoi est-ce que cette liberté n'arrive pas? Et de fil en aiguille, on se demande, ou la population se demande, si finalement il n'y a pas localement des traîtres à la cause de l'émancipation. Et alors, quand on est dans une société esclavagiste, d'une certaine façon, la réponse est simple. C'est-à-dire qu'il y a une rumeur, un énervement qui se crée parmi les esclaves, et cette revendication politique de liberté, de république, va être prise en charge par les esclavisés pour finalement traquer ceux qui pourraient être des traîtres. C'est-à-dire que c'est traquer tout ce qui pourrait être les Judas de la colonie, et les Judas qui empêchent donc cette application de la liberté. Il y a plusieurs, à partir d'avril, la situation se dégrade en Martinique, et là je parle précisément de la Martinique. Il y a des hommes et des femmes qui sont attrapés, on entre chez des personnes, on casse chez le blanc, les blancs, des objets de luxe qui sont des manifestations de leur richesse, mais aussi on force les hommes et les femmes de couleur à signer des déclarations envers la République et la liberté, tout en dérobant des objets qui marquent leur pouvoir économique et leur statut économique. On vend du pain, on a faim. On vend des paires de souliers, les esclaves marchent sans souliers. On vend de l'argent, on est dans une économie qui est peu monétisée, et c'est un luxe d'avoir de l'argent. Donc ce qui se crée autour de cet énervement collectif, et je prends le sens d'énervement au sens politique du terme et ancien du terme, il s'agit d'arracher des déclarations de foi envers la République, et en même temps de solder des différends personnels, entre les anciens propriétaires et puis et les esclavisés. Donc, il y a des mouvements contradictoires, mais toujours qui vont dans ce sens de la recherche de la liberté, à casse-pilote, aux prêcheurs, pour, avec cet objectif toujours d'arracher leur adhésion à la République. Et on force toutes les autorités locales, que ça soit le maire, que ça soit le curé, à crier « Vive la République ». Vive la République avec cet équivalent qui est « Vive la liberté », parce que l'équivalence des deux termes est extrêmement importante. Alors la liberté, qu'est-ce que ça veut dire? La liberté, elle est dans tous les esprits. Tout le monde parle de liberté. Pour certains, c'est la peur, comme je le disais. Pour les autres, c'est un horizon d'attente. Et les autorités vont chercher à contenir cette aspiration à la liberté des esclavisés. Et pour cela, il va y avoir, alors là encore à la Martinique, un homme qui va donner une explication de la liberté, et qui va dire que la liberté, c'est le travail, c'est le mariage, c'est la religion, mais c'est aussi adhérer au bon maître, Et cette notion de bon maître, elle a été assez permanente pendant toutes les campagnes abolitionnistes, mais là, elle ressurgit. Qu'est-ce qu'on dit encore? C'est que le mal, c'est le vagabondage, c'est la paresse, et vous voyez bien, la paresse, c'est le refus du travail, on voit bien quelle est l'idée, mais c'est aussi les anciens affranchis. C'est-à-dire qu'on est en 1948, on est dans ce moment de reconfiguration des alliances, où finalement les affranchis et les anciens affranchis, cette classe d'affranchis qui existait à côté des libres, mais qui n'était pas blanche, va être soupçonnée par les Blancs
de pouvoir manipuler la population de couleur. Ce qui se passe aussi dans ce moment-là, c'est que on manipule aussi la mémoire de l'esclavage. Alors, on manipule la mémoire ancienne de l'esclavage, qui est celle de la première abolition de l'esclavage. Et pour contraindre les nouveaux affranchis à rester calmes, on leur dit, mais vous savez bien qu'il y a eu une première abolition de l'esclavage en 1794, qu'elle a été appliquée à la Guadeloupe, qu'elle a été appliquée à Cayenne, mais que finalement, tous ces nouveaux affranchis n'ont pas été en mesure de savoir ce que c'était que la liberté. C'est-à-dire n'ont pas été en mesure de rester dans leurs espaces, dans leurs plantations, de continuer à travailler, de continuer à être de bons citoyens. Et Husson dit à la foule à Saint-Pierre, « Vous ne voulez pas faire comme cela ?» Les journaux rapportent que la foule répond « Non, non, non ». Et il poursuit, « Alors il faut m'écouter, il faut vous taire, car si vous n'avez pas la patience de vous taire en ce moment, comment voulez-vous que je croie que vous aurez la patience d'attendre la liberté ?» Donc voilà, mémoire mobilisée de 1794. On ne parle pas du rétablissement de l'esclavage de 1802. Mémoire aussi de Saint-Domingue, du soulèvement des esclaves, où là encore, on pense que on utilise cette mémoire pour contenir les nouveaux, enfin ceux qui allaient devenir, ceux qui vont devenir les nouveaux affranchis. Cependant, il y a une journée qui est mémorable. On était, je vous le rappelle, au mois d'avril. Là, nous sommes maintenant dans la journée du 22 mai. Et le 22 mai se passe un acte ordinaire de la domination coloniale esclavagiste. Il y a un colon qui s'appelle Léon Duchamp, qui est allié aux plus grandes familles de planteurs, qui va arrêter l'esclave romain pour insolence. Alors, il y a plusieurs explications. Certains disent qu'il l'insulte, enfin l'esclave insulte le maître. D'autres disent que finalement Léon menace d'assassiner le maître et que de fil en aiguille, on arrête l'esclave romain et on le met en prison. Mais bien sûr, les conditions ont changé. C'est-à-dire, autant c'est un acte ordinaire de la domination coloniale, autant il ne peut plus être accepté comme tel dans les conditions du moment, ce qui fait qu'il va y avoir une foule qui va se presser aux abords de la prison pour réclamer la libération de l'esclave romain, qui va finalement être libéré, mais qui va provoquer le soulèvement des ateliers du prêcheur avec des incendies, des meurtres à Saint-Pierre, et qui vont pousser, on le sait, le gouverneur, le général Rostolan, à déclarer l'abolition de l'esclavage le 23 mai 1848, sans attendre l'arrivée de Périnon, qui tarde à venir, comme je le disais. Vous savez, actuellement, le 22 mai, jour de soulèvement des esclaves du prêcheur, a été patrimonialisé en Martinique en 83 comme jour officiel d'abolition de l'esclavage et jour chômé pour la Martinique, étant donné que alors que pour la Guadeloupe, ça sera le 27 mai, puisqu'il va y avoir aussi une abolition qui a été prononcée. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que on a oublié que entre le 22 mai et le 25 mai 1848, il va y avoir des soulèvements violents dans l'ensemble de la Martinique,
et que finalement, la promulgation de l'abolition de l'esclavage, elle se fait certes à Saint-Pierre le 23 mai, mais elle va se faire à Fort-de-France le 24, le 25 mai au Marin, au Robert, au François, à Rivière-Salée et au Lamentin, et le 26 mai aux Trois-Bourgs. C'est-à-dire que on a un étalement de cette on a un étalement de cette abolition de l'esclavage dans toute la Martinique. Et l'histoire a oublié que des ateliers d'esclaves, d'esclavisés, se sont soulevés dans l'ensemble des communes dont je vous ai parlé, et qu'il va y avoir il va y avoir une suite de procès qui vont être très intéressants parce qu'ils vont reposer sur le fait, est-ce que, c'est-à-dire que le soulèvement avant la déclaration officielle de l'esclavage va être considéré comme un acte politique qui se comprend et qui peut être, qui est acceptable, tandis que tous les actes de violence qui se font après l'abolition de l'esclavage effective et selon les partis, selon les villes, va être qualifié de crime politique. Hein. Et alors, autant on est dans un moment de bascule où il y a une légitimation de la violence spontanée, je dirais, autant le crime politique, lui, ne va pas bénéficier d'amnistie parce que justement ces violences sont faites alors que la liberté est instaurée. C'est intéressant parce que on voit comment euh, l'application du droit va servir à maintenir des équilibres qui sont des équilibres économiques de fait, puisque quand les habitations sont saccagées, là, il y a des mécanismes en fait de mise de remboursement qui peuvent être par l'État, qui peuvent être euh, euh, mises à mal. Mais parmi parmi tous ces soulèvements, parmi tous ces soulèvements, il va y avoir une affaire, une affaire qui va être symptomatique et qui en fait est le cœur de l'article qui est republié dans le dernier numéro de la revue. C'est un acte symbolique. Alors moi je le dis symbolique, mais c'est un acte de violence, bien évidemment. C'est qui tourne autour du meurtre du sieur Dujon. Alors le sieur Dujon, comme je disais, c'est un colon qui est allié aux plus grandes familles et enfin qui est assassiné donc à la fin de l'année 1848. Et il va y avoir 3 hommes et une femme qui n'a jamais été identifiée, qui vont être reconnus coupables de ce meurtre. Qui sont reconnus, voilà. Et donc quatre personnes qui sont identifiées comme les coupables, avec enfin, une femme qui va être bon, innocentée assez rapidement, et puis 3 autres. 3 autres qui sont, dont le profil est intéressant, parce qu'il y a d'un côté Martial Pateau, qui est un maçon mulâtre, et qui certainement est un homme libre avant l'émancipation. Il y a Jean Coiffier, dit petit frère, et Jules Adrat, qui eux sont des cultivateurs noirs, et qui sont arrêtés le 30 décembre 1848 sous l'inculpation de meurtre et qui vont être jugés entre le 3 et le 5 février 1849.
Au cours d'une instruction qui est plus fouillée que toutes les autres, un témoin qui s'appelle Cyril, rapporte le 17 février 1849 cet événement qui s'est déroulé donc le 22 mai 1848. Et je vais vous le citer, quoi que ça soit. Je vais vous citer sa déposition parce que elle est intéressante à la fois sous l'angle politique, mais aussi sous l'angle culturel. Donc, ce témoin Cyril dit: j'ai reconnu les travailleurs de l'atelier Dujon, savoir Petit, qui est Jules Adrat, provenant de l'habitation Neuilly, qui était armé d'un fleuret, Petit frère, Jean Coiffier, qui avait un coutelas, Colas, Alphonse et les autres, armés de coutelas. D'autres individus, pardon, et notamment Martial Patot, avaient des fusils. Quant au débouché du chemin particulier de l'habitation Hugues, Monsieur Dujon a été saisi. Colas s'est écrié: ah, mon maître, mon maître! Mais des coutelas ont été levés sur lui et il s'est effacé pour parer les coups. J'ai demandé: qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a dit: c'est votre maître qu'on fait danser la polka et marcher à genoux. Je me suis avancé et j'ai vu Monsieur Dujon, qui avait reçu déjà 4 coups de coutelas sur les bras et dans le dos. Il n'avait plus ni chapeau, ni veste, ni souliers. En ce moment, un homme de couleur qui arrivait à cheval du prêcheur a passé. Il a crié aux nègres: que faites-vous de ce blanc? Les blancs tuent les nègres au prêcheur. Aux paroles de cet homme, la foule irritée contre Monsieur Dujon a répondu: frappez-le, frappez-le. Alors, petit Jules Adrat lui a porté un coup de pierre au front, d'où un morceau de chair s'est détaché. J'ai vu petit Jules Adrat accabler de coups son maître qui courait. Ah, petit frère, sauvez-moi donc la vie, s'est écrié Monsieur Dujon. Petit frère, Jean Coiffier, a répondu: il est trop tard. Quelque temps plus tard, Dujon va être achevé par des coups de fusil qui sont tirés par Martial Patot, disent les témoins, dans la chambre du géreur de l'habitation où il s'était réfugié. La scène du meurtre, donc, s'est jouée en 2 temps. Il y a Jules Adrat, dit Petit, et Jean Coiffier, dit Petit frère, qui donnent des coups de coutelas à leur maître, puis Martial Patot, qui travaillait sur l'habitation Périnelle, armé d'un fusil, qui l'achève. Jules Adrat est le plus jeune, il a 16 ans. Il a été acheté par Dujon à l'habitation Neuilly. Il est, semble-t-il, le plus violent, disent les archives. Jean Coiffier, lui, a prononcé la sentence définitive contre son maître, c'est trop tard, sans que des actes particuliers lui soient reprochés. Il a été dénoncé et arrêté alors que certains ne l'ont pas été, et c'est Martial Patot qui a achevé la victime. Alors, ces personnes donc vont être arrêtées. Être arrêtées alors que dans un premier temps, on va considérer que finalement, c'est pas si important, ce meurtre. Mais c'est au moment où la République, la Seconde République, est en difficulté et qu'il y a une nouvelle donne politique conservatrice, c'est-à-dire avec l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président, que la requalification de ce crime va être abordée. Il va y avoir aussi une discussion sur la validité de la procédure qui a été suivie à l'encontre des meurtriers. Et le débat va être organisé autour du contenu exact de l'amnistie qui a été prononcée dans un premier temps par le gouvernement. En effet, et je le disais tout à l'heure, dès le mois d'août, Périnon va exclure les faits de vol, de pillage, du bénéfice de l'immense pardon qu'ils avaient couvert jusqu'alors. Finalement, on va revenir sur cette amnistie et on va considérer que ces hommes, qui dans un premier temps n'avaient pas été arrêtés, doivent être mis en prison. Donc on délivre 2 mandats d'amener, l'un contre Martial Patot, l'autre contre une marchande de poissons
qui est inconnu. Et 2 jours plus tard, un témoin se présente spontanément, disent les archives, pour dénoncer les co-auteurs de l'assassinat et dire qu'il s'agit de petits et de petits frères, ceux dont je parlais précédemment. Donc, ils vont être inculpés comme Martial Paton, et ils sont mis tous les 3 sous le verrou. Cependant, la chambre d'accusation va décider, en vertu de l'amnistie et de la parole du gouverneur qui avait promis oubli et pardon, de les libérer le 24 février 1849. Quoique close, l'affaire continue, révélant les tensions au sein de la justice et l'administration coloniale. Fallait-il permettre que le meurtre, et je cite, de ce martyr de la transformation sociale de la colonie, c'est-à-dire l'instauration de l'abolition de l'esclavage, soit amnistié, se demandaient les magistrats locaux. Alors, le procureur de la République va se déclarer de façon un peu ambivalente à poursuivre les auteurs de ces assassinats, de cet assassinat commis le 22 mai, mais en même temps, sous la pression de la population et sous la profonde tristesse de la population noire, disent les archives, il va finalement introduire des exceptions en fait, à la loi. Il va manipuler, en fait, la loi. En effet, au cours des débats qui ont lieu dans le sein du conseil privé, le statut de ces hommes va être débattu. Donc, d'un côté, il faut sortir de cette situation déplorable, ne pas dire que finalement, le meurtre d'un blanc est chose peu importante, mais en même temps, il ne faut pas donner l'impression qu'on est rentré de nouveau dans le passé, c'est-à-dire dans la période esclavagiste. Donc, tension au sein de la colonie et de l'exercice du droit. Et finalement, en 1949, ces hommes qui vont être amnistiés officiellement du meurtre vont être requalifiés comme individus dangereux pour la colonie. Alors cette notion de dangerosité pour la colonie, elle a existé tout au long de l'histoire de l'esclavage. Donc, et là, vous voyez, elle est ressaisie. Ressaisie pourquoi? Parce que d'une part, ces hommes menacent l'ordre public, et d'autre part, parce qu'ils pourraient faire, en tant que personnes libres, usage de leurs droits civils et politiques. Alors qu'on est dans un moment où, disent les archives, la Constitution de la République ne veut donner des droits à des hommes libres qu'aux personnes qui sont considérées pures et qui sont considérées dignes de ce statut. Alors que faire? Que faire de ces hommes dangereux? D'une part, on va décider, dans le secret, de les exclure pour une durée illimitée de la colonie. Donc, on va les faire partir de la colonie pour résoudre cette tension entre droit et assassinat. Mais comme ce sont des hommes amnistiés, ils sont en fait amnistiés et condamnés de 1948, on va leur demander où ils veulent être déportés, puisqu'ils ne peuvent plus rester dans la colonie. Donc, voilà, la question leur est posée. Où voulez-vous partir ailleurs que dans les colonies? Et la réponse qu'ils vont former, notamment
l'un d'entre eux, Martial Pato, ça va être de réclamer de partir à Saint-Domingue, qui est devenu Haïti. Et pourquoi cela? Parce que quand on demande à Martial Pato pourquoi il veut choisir sa destination d'exil, il dit qu'il veut bien aller en Haïti parce qu'on lui avait indiqué que c'était un pays qui était exclusivement au pouvoir de la descendance africaine. Donc il est embarqué, effectivement, le 23 août 49, sur un navire à destination des Cayes avec des vêtements et de l'argent et un passeport. Et un passeport. Et il a défense de revenir dans la colonie avant ses temps. Mais alors là, on ne sait pas ce qui se passe, parce que les archives coloniales sont bien faites, dans le sens où elles produisent beaucoup de documents qui nous permettent de reconstituer des trajectoires de vie. Là, dans le cas de Martial Pato, on n'en sait rien, puisqu'il va réapparaître en novembre 49 en Martinique, et qu'il va être rattrapé, mis de nouveau dans le cachot, et que cette fois-ci, les autorités coloniales vont décider que Haïti, c'est trop près, la Dominique également, Sainte-Lucie l'est tout autant, et que finalement, il faut vraiment les exclure au plus loin. Et après de longues discussions, et c'est vraiment une ironie, il est proposé au ministre de la Marine et des Colonies de déporter les 3 condamnés, ces 3 hommes, au Sénégal. Et donc, on va attraper ces hommes. Alors, pour être tout à fait exact, je le sais seulement pour un des hommes qui s'appelle Jean Coiffier. Jean Coiffier va être en juillet 1851 embarqué à bord d'une corvette et déposé directement, cette fois-ci, à Gorée, avec des vêtements et de l'argent. Et c'est ce en quoi je disais que c'était une sorte d'ironie de l'histoire, puisque un homme de la Martinique faisait à nouveau sous la contrainte le chemin inverse à celui de la traite et revenait sur le continent africain. Voilà. Pour les 2 autres, je me dois d'être honnête, je ne sais pas exactement s'ils ont eux aussi été envoyés à Gorée, tout comme je ne sais pas, et alors là je suis allée aux archives du Sénégal, mais je n'ai pas retrouvé la trace de Jules Adra dit Petit, donc je ne sais pas ce qu'il est devenu, sur le sol, sénégalais, puisque là, les archives ont été silencieuses, malheureusement. Je vais faire une conclusion qui est rapide. Alors, la première, je l'ai déjà faite, c'est sur la façon de raisonner des autorités coloniales qui résonnent au niveau de l'Empire et qui donc inscrivent des décisions judiciaires dans dans cet espace impérial et donc sont amenés à renvoyer un homme de la Martinique issu de la traite vers Gorée. Mais il y a aussi une autre conclusion que l'on peut faire, et celle-là dépasse les cas particuliers que je voulais vous montrer, c'est comment finalement tout le soulèvement des esclaves de mai 1848 à la Guadeloupe a été rendu illégitime. A été rendu illégitime pendant très longtemps. Et comment ce mouvement qui dans un premier, enfin ce mouvement c'est-à-dire là je parle du soulèvement des esclaves du 23 mai, a été repoussé dans une illégitimité pendant un certain temps, qui n'est revenu sur le devant de la scène qu'au fur et à mesure que la relation des Antilles
à l'Hexagone, donc qui n'est plus la métropole coloniale, mais au fur et à mesure que cette relation à l'Hexagone était critiquée, était remise en question. On part d'une deuxième république qui rend illégitime ce mouvement pour arriver, vous voyez, en 1983, à un moment où là, on est dans de la légitimation complète, puisque le mouvement du soulèvement des esclaves du 22 mai 1848 devient un moment patrimonial et devient un moment de commémoration officielle de cette abolition de l'esclavage en étant un jour chômé. Voilà, je m'arrêterai là en vous remerciant de votre attention.